13 juin 1800. Napoléon Bonaparte, premier consul de France, vient de réaliser l'une des manœuvres les plus audacieuses de l'histoire. Il a fait traverser à son armée les Alpes recouvertes de glace pour arriver derrière l'armée autrichienne en Italie. Il a capturé Milan et vaincu toutes les forces ennemies qu'il a rencontrées jusqu'à présent. Tout se déroule comme prévu. Napoléon déploie maintenant ses forces en un large cordon pour empêcher la fuite de l'armée autrichienne du général Mella. Le général Chabran et 3400 hommes gardent le Pô. Le général Lapoipe, avec 3500 hommes, est envoyé en renfort. Le général Desaix, avec 5000 hommes, se déplace vers le sud pour bloquer la route de Gênes. Il ne reste donc à Napoléon que 22 000 hommes, avançant vers l'ouest dans les plaines de Scrivia. Mais le premier consul a été trompé par les rapports trop optimistes des éclaireurs et des espions. Mella n'a pas l'intention de battre en retraite. Il a concentré 30 000 soldats vétérans autour de la ville fortifiée d'Alessandria. Ils sont bien reposés, ravitaillés et ont une grande supériorité en cavalerie et en artillerie. Et ils se préparent à attaquer. Inconscient de la menace qui se profile, le 13 juin. Le général Victor et ses 2 divisions mènent l'avancée française vers Alessandria. Sous une pluie battante, ces hommes repoussent une petite arrière-garde autrichienne du village de Marengo, vers une tête de pont fortifiée sur la rivière Bormida. Mais les Français trouvent le passage fortement défendu. Et donc, trempés et épuisés, à la tombée de la nuit, ils arrêtent la poursuite. Il y a des semaines, Napoléon avait prédit que la bataille décisive de la campagne se déroulerait sur ce terrain même, la plaine à l'est d'Alessandria. Mais maintenant, il est convaincu que Mella ne risquera pas la bataille. Ce que lui et ses hommes ne peuvent pas voir au-delà de la Bormida, parce qu'ils n'ont pas allumé de feu de camp, ce sont 30 000 Autrichiens, rassemblés pour un assaut. En quelques heures, Napoléon va découvrir que son armée se bat pour sa survie. Le 14 juin, à l'aube, les forces de Napoléon sont dispersées sur 13 km de campagne et de vignobles dispersés. Les 2 divisions du général Victor sont les plus à l'ouest, tenant Marengo et la route principale. Derrière lui, le général Lannes et plusieurs régiments de cavalerie. Napoléon, avec la garde consulaire et la division Monnier, est encore plus en retrait. Les forces de Mella sont concentrées à l'ouest de la Bormida, derrière la tête de pont autrichienne. Son chef d'état-major, le général Anton von Hacke, a prévu un assaut sur 2 fronts. La division du général Hoth traversera la rivière et avancera vers le nord jusqu'à Castel Seriolo. Mella, avec le gros de l'armée, attaquera directement sur la route principale. Par une matinée claire, à 8 heures, les Autrichiens commencent leur avance. Les avant-postes français sont repoussés. À la ferme de Pedrabona, la division de Gardanne subit un bombardement intense. Il se replie pour rejoindre le reste des troupes de Victor, qui se déploient derrière le ruisseau Fontanon. Ce cours d'eau étroit et escarpé traverse le champ de bataille sur toute sa longueur et est gonflé par les pluies récentes. Le seul passage facile est un petit pont en bois sur la route principale. Et sur l'autre rive, les hommes de Victor sont protégés par des arbres et de solides fermes. Alors que les Autrichiens s'approchent du Fontanon, ils sont touchés par une grêle de tirs de mousquet. Des dizaines de soldats tombent alors qu'ils luttent pour traverser le ruisseau. Le général Haddick mène une charge, mais tombe, mortellement blessé. Après plusieurs attaques infructueuses, les Autrichiens se replient avec de lourdes pertes. Au nord de la position de Victor, la brigade du général Bellegarde traverse la Fontanon vers 11 heures. Mais la division du général Lannes prend position sur le flanc de Victor. Elle repousse Bellegarde et rétablit la ligne le long du ruisseau. C'est maintenant une journée d'été chaude et humide, alors que les attaques autrichiennes se poursuivent et que les combats font rage le long de la Fontanon. De plus en plus de canons autrichiens sont déployés et commencent à pulvériser la ligne française. Tout au long de la matinée, l'armée de Mella est gênée par des points de passage étroits et un terrain marécageux. L'incapacité du général Zach à anticiper ces goulets d'étranglement a coûté plusieurs heures. Néanmoins, à midi, les Autrichiens ont 30 000 hommes et 92 canons en position. Ils ne font toujours face qu'aux divisions fatiguées de Lannes et de Victor, 16 000 hommes et 16 canons. Les Français ont un besoin urgent de renfort, mais alors que les Autrichiens lancent leur prochaine attaque, Napoléon et le reste de l'armée sont introuvables. Le plus grand danger se trouve sur la droite française, où la division du général Hoth a occupé Castel Seriolo pratiquement sans opposition et menace maintenant le flanc de Lannes. Les Autrichiens trouvent alors une brèche près du centre français et précipitent 3 bataillons à travers le Fontanon. Au même moment, 1500 dragons autrichiens encerclent la gauche française, mais sont chargés et mis en déroute par la cavalerie lourde du général Kellermann.
Les Autrichiens parviennent à prendre la ferme de la Stortigliona, menaçant la gauche de Victor. Une charge de cavalerie autrichienne sur le pont de Marengo est également repoussée par Kellermann. Mais les chances sont trop grandes. Certaines unités françaises sont complètement à court de munitions. Elles n'ont qu'une poignée de canons et leurs lignes se brisent. Face à l'encerclement, les divisions de Victor sont les premières à céder, perdant 400 hommes capturés à Marengo. 300 autres soldats français sont laissés derrière à Casabianca, où ils résistent obstinément pendant plusieurs heures. Sous la protection de la 96e demi-brigade et de la cavalerie vigilante de Kellermann, la division de Victor se retire sur 1,5 km jusqu'à Spinetta et ses vignobles environnants. Les Autrichiens déferlent sur le Fontanon. Lannes se retire pour maintenir la ligne française. Les héros de Montebello sont au bord du gouffre. Lorsque l'attaque autrichienne commence, Napoléon se trouve à 11 km de là, dans son quartier général de Tor Garofoli. Bien qu'il puisse entendre le grondement lointain des canons, il n'en saisit pas toute la signification et reste concentré sur le blocage de la fuite des Autrichiens. Ce n'est qu'à 11 heures que les rapports arrivent, révélant la gravité de la situation. Napoléon sait qu'il n'y a pas un instant à perdre. Il griffonne un ordre à De Seeckt qu'il a envoyé pour couper la retraite autrichienne, et qui se trouve maintenant à 6 km. J'avais pensé attaquer l'ennemi, ils m'ont attaqué. Venez, au nom de Dieu, si vous le pouvez encore. Il envoie le même ordre au général Lapoipe. Puis il se précipite au front avec ses seules réserves, la division de Monnier et la garde consulaire. À 15 heures, Lannes et Victor ont reculé de près d'1 kilomètre. La cavalerie autrichienne suit leur retraite, forçant les Français à rester en formation serrée. Les canons autrichiens envoient des boulets de canon s'écraser dans les rangs serrés. Fait remarquable, les bataillons français tiennent toujours. Lorsque Napoléon arrive, il voit que la principale menace est sur la droite. Houot est prêt à tourner le flanc français. Pour contrer cela, il envoie la division de Monnier à Castel-Seriolo, forçant Houot à retirer des troupes. Mais il reste encore la division du général Schellenberg, forte de 4000 hommes. Napoléon engage donc sa réserve ultime, 900 hommes de la garde consulaire d'élite. Contre toute attente, la garde repousse la cavalerie ennemie, et tient bon dans un combat rapproché avec l'infanterie autrichienne, gagnant du temps pour le reste de l'armée se replie. Napoléon les décrit comme son « réduit de granit ». La légende de la garde est en train de naître. Mais ils sont désormais isolés et sur le point d'être débordés. Lorsque les dragons autrichiens frappent leurs flancs et leur arrière exposé, la redoute s'effondre. La garde est forcée de fuir. Certains se rendent. Beaucoup sont abattus. À la fin de la journée, la garde a subi plus de 50% de pertes. Avec la retraite de la garde, Napoléon n'a plus de cartes à jouer. L'armée française se retire progressivement à travers les vignobles, battue par le feu constant de l'artillerie autrichienne. Les pertes et les retardataires signifient qu'il ne reste que 6000 hommes pour tenir la ligne française. Le général Mella est satisfait que les Français aient été battus. Blessé lors d'une chute de cheval, il remet maintenant le commandement à son chef d'état-major, le général Zach. Puis il retourne à Alexandrie, pour rédiger un rapport décrivant sa grande victoire. Mais il a sous-estimé la résilience française et les fortunes changeantes de la guerre. Le général Louis de Sey, tout juste 31 ans, courageux, brillant et modeste. Napoléon décrit leur amitié comme une amitié que son cœur n'a pour aucun autre. Ce matin-là, il avait pour ordre de conduire la division de Boudette 5000 hommes de l'autre côté de la rivière Scrivia, pour couper la fuite des Autrichiens. Mais la pluie récente avait fait monter le niveau de l'eau et retarder sa traversée. Lorsque De Sey entendit le bruit de la bataille au nord, il arrêta ses hommes et envoya un courrier pour prendre des nouvelles. L'ordre désespéré de Napoléon de rentrer ne lui parvint qu'à midi. Aussitôt, il fit demi-tour avec sa division et marcha au son des canons. De Sey arriva à l'extrémité du champ de bataille à 17 heures, et trouva l'armée française en pleine retraite. Napoléon est à San Giuliano, à 8 km à l'est de Marengo, où des milliers de soldats blessés sont rassemblés. L'ambiance est sombre et déprimée. Mais la nouvelle de l'arrivée de Sey se répandit comme un choc électrique. « Les voilà! Les voilà !» s'exclamèrent les troupes. Napoléon est revigoré. « Nous avons suffisamment reculé aujourd'hui, dit-il à ses troupes. Vous savez que j'ai pour habitude de dormir sur le champ de bataille. » L'armée autrichienne avance sur tous les fronts. Mais elle est maintenant dispersée et désordonnée. Et elle a détourné ses forces vers le nord et le sud pour tenter d'encercler l'ennemi.
De plus, le général Zach a avancé pour mener la poursuite en confiant le commandement général au général K. Plusieurs autres généraux autrichiens ont été blessés, les chaînes de commandement sont devenues dangereusement embrouillées. Avec les troupes fraîches de Dessay, Napoléon prépare maintenant une contre-attaque de dernière minute, avec toutes les forces de soutien qu'il peut rassembler. Le général Marmont concentre tous les canons disponibles, 18 d'entre eux, pour détruire les Autrichiens. Puis, avec la 9e demi-brigade légère en tête, l'attaque commence. Le feu rapide de ces tirailleurs expérimentés fait chanceler l'avancée autrichienne. Le général Zach ordonne plus d'artillerie et envoie ses grenadiers d'élite. La 9e légère recule. Pour les Autrichiens, il semble que les Français battent en retraite une fois de plus. Soudain, ils sont pris au dépourvu par le reste des troupes fraîches de Dessay, qui surgissent sans prévenir à travers les vignes. Dessay rejoint la 9e division légère et les mène en avant dans une charge à la baïonnette. À ce moment, il reçoit une balle dans le cœur et est tué sur le coup. Voyant leur commandant tomber, la 9e division légère crie « Vengeance » et se précipite en avant. Le général Kellermann arrive avec 400 cavaliers lourds. Il s'écrase sur le flanc gauche autrichien. Pour ajouter au chaos, un wagon de munitions autrichien est touché et explose dans une énorme explosion. L'effet combiné est dévastateur. La panique se répand. Le moral s'effondre. En quelques minutes, des centaines d'Autrichiens déposent les armes et se rendent. Des milliers d'autres fuient, semant la terreur parmi les troupes à l'arrière. Le général Zach, pris au piège dans la déroute, fait partie des 2000 prisonniers autrichiens. En un instant, l'élan de la bataille bascule. Des milliers de soldats français, qui battaient en retraite quelques instants plus tôt, s'arrêtent et rejoignent l'attaque. Alors que le centre autrichien s'effondre, la division du général Hoth se retrouve dangereusement exposée. Ces hommes rejoignent bientôt le reste de l'armée dans leur course pour s'échapper. Plus tard dans la soirée, le général Murat donne le coup de grâce en lançant une dernière charge de cavalerie française qui scelle la victoire et repousse l'ennemi vers sa tête de pont. La bataille de Marengo fut l'une des plus grandes remontées de l'ère napoléonienne. Complètement vaincus en milieu d'après-midi, les Français sont complètement victorieux à la tombée de la nuit. Mais ce fut une affaire exceptionnellement coûteuse. Les Français perdent un quart de leur armée en perte, les Autrichiens, plus d'un tiers. Napoléon lui-même n'a pas contribué beaucoup à la victoire. Sans l'habileté de ses officiers, la constance de ses troupes et surtout l'arrivée de Dessay à la dernière minute, il aurait sûrement été vaincu. Le goût de la victoire s'aiguise encore davantage lorsque Napoléon apprend que son ami Dessay a été tué. Il dit à son secrétaire, « Oui, Bourrienne, je suis satisfait. Mais Dessay. Ah, quel triomphe cela aurait été si j'avais pu l'embrasser ce soir sur le champ de bataille. » Au lieu de cela, il dîne seul, selon la légende, d'un plat improvisé à la hâte à base d'ingrédients locaux, qui sera connu sous le nom de chicken marengo. Le général Mella, ébranlé par sa défaite inattendue, ne sait pas comment réagir. Certains de ses officiers l'exhortent à continuer le combat. D'autres lui conseillent de fuir. Les forces françaises se rapprochent de toutes parts. Espérant gagner du temps, Mella propose un cessez-le-feu pour enterrer les morts. Napoléon refuse, à moins que Mella ne soit également disposé à discuter des conditions de l'évacuation autrichienne du nord-ouest de l'Italie. Avec peu de pouvoir de négociation, le vieux général autrichien accepte. Au cours des jours suivants, Mella et Berthier négocient un armistice global. En échange d'un retour en toute sécurité en Autriche, Mella accepte d'évacuer le Piémont, Gênes et la Lombardie. La France dominera à nouveau l'Italie du Nord. Napoléon a remporté sa victoire et consolidé sa position de nouveau chef d'État français. De plus, la manière quasi miraculeuse de sa victoire l'assure, plus que jamais, de son destin particulier. Les dieux de la guerre et de la fortune sont avec lui. Quelle limite peut-il y avoir à ses exploits? Cet hiver-là, Moreau inflige une deuxième défaite écrasante aux Autrichiens, à la bataille de Hohenlinden. Défaite en Italie et maintenant aussi en Allemagne, l'Autriche demande enfin la paix. Le traité de Lunéville qui s'ensuit voit la frontière française avancer jusqu'au Rhin. En Italie, les républiques clientes françaises sont officiellement reconnues par l'Autriche et l'année suivante, la France annexe le Piémont. La France est désormais plus grande et plus forte qu'à n'importe quel moment depuis le règne de Charlemagne, il y a 1000 ans. Il ne lui reste plus qu'un seul ennemi, la Grande-Bretagne. En 1801, les victoires britanniques à Alexandrie et à Copenhague montrent que la France ne peut pas défier la Grande-Bretagne sur mer, ni à l'étranger. La Grande-Bretagne a vu ses alliés continentaux vaincus, et la Russie menace désormais de lui faire la guerre. Elle n'a aucune chance de former une autre coalition pour défier la France sur terre.
Les deux camps sont épuisés par la guerre. Le résultat, après des mois de négociations, la paix. Pour la première fois en Europe depuis 10 ans. Combien de temps cela va-t-il durer? Personne ne le sait vraiment. Merci d'avoir regardé. Si vous aimez la vidéo, veuillez vous abonner à la chaîne et cliquer sur j'aime.